Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Info Média One, bonjour. Encore une fois, nous vous remercions pour votre fidélité sur notre émission Revue Hebdo. Et le Revue Hebdo de cette semaine est un tout petit peu spécial car nous n'avons pas d'invités, sinon que nous nous invitons nous-mêmes pour aborder avec vous quelques sujets qui tiennent à cœur simplement aux Africains. Donc nous en avons choisi 5 pour cette formule spéciale. Le premier sujet concerne Robert Mugabe. Pour être précis, Robert Mugabe et l'Union africaine. Il y a quelques semaines, il a été porté à la tête de l'Union africaine, comme tout le monde le sait, surtout les Européens, qui en font des gorges chaudes, mais vraiment très très chaudes. On nous parle de tout, 91 ans, autocrate, dictateur, plus de 30 ans au pouvoir, etc. etc. Bon, c'est des choses auxquelles nous sommes habitués. Hein. Vous voyez cet homme, voilà. Nous avons quelque part la chance d'avoir un homme qui est, à cet âge, a encore toute sa tête et toute sa lucidité, parce qu'à chaque fois qu'il s'exprime, il dit des choses percutantes et qui sont très pertinentes. Et nous le remercions pour cela, et nous ne pouvons que remercier les ancêtres de nous le garder encore parmi nous. Alors pourquoi nous vous parlons de lui? Ce n'est pas seulement parce qu'il se retrouve à la tête de l'Union africaine, mais c'est parce que nous avons aussi essayé de décortiquer quelques titres, hein, c'est assez rigolo, quelques titres de, on va dire la presse française, allez, nous sommes en France, on va faire très simple. Vous avez Le Point, vous avez L'Express, vous avez Le Monde, vous avez Libération. Eh bien, ces différents organes de presse utilisent les mêmes mots. Autocrate, dictateur, etc., etc. Bon, bref, c'est les choses que nous avons déjà dit. Il a ruiné son pays. C'est très intéressant. Il a ruiné son pays à partir de quand? Est-ce que ça signifie qu'avant que Robert Mugabe ne prenne la tête du Zimbabwe, ce pays était prospère? Peut-être, nous ne savons pas trop parce que leurs critères sont assez variables. Mais ce qui est important de souligner, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, et même les plus anciens qui souvent suivent ce genre de presse, il faut savoir que lorsqu'on parle de l'agriculture au Zimbabwe, du temps où Robert Mugabe et le gouvernement zimbabwéen n'avaient pas encore fait la réforme agraire, ben, les fermiers blancs qui étaient en Afrique, au Zimbabwe étaient financés, étaient subventionnés par l'Angleterre. Et donc, du coup, lorsque Robert Mugabe fait sa réforme agraire, il n'y a plus de subventions, évidemment, ben, du coup, c'est l'agriculture du Zimbabwe, c'est simplement l'agriculture de tous les autres territoires africains sans les subventions. Mais dans ces conditions, comme on a l'habitude de dire, c'est comme si vous demandez à 2 personnes de courir le 100 mètres, une avec un sac de 10 kilos sur le dos et l'autre le plus naturellement du monde. Voilà, donc essayons de garder quand même la mesure des choses. Il a 1 an pour faire un travail, on n'attend pas de miracle de sa part, mais c'est un signal fort qui a été envoyé à tous les Africains. Cet homme en 63 était là lorsque l'Union africaine a été créée, enfin l'EUA, et il est encore là, nous le remercions pour cela. Deuxième sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est M. Aliko Dangote. Regardez bien le visage de cet homme, scrutez-le bien, il est présenté comme l'homme le plus riche du continent, l'homme le plus fortuné, nous préférons dire plutôt. Il est à la tête d'une fortune colossale. Depuis l'âge de 20 ans, en 77, il a lancé sa première entreprise. Aujourd'hui, il intervient dans 1001 domaines. Le ciment, l'agroalimentaire, le pétrole. Mais c'est surtout l'agroalimentaire qui nous intéresse parce que cet homme a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, nous disons bien extraordinaire. Il a créé, il a fabriqué, il a mis sur pied la plus grande usine de transformation de tomates du continent. Nous disons bien la plus grande usine. Mais pourquoi nous parlons de lui? Partout, vous verrez des choses sur Aliko Dangote. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Aliko Dangote a gagné de l'argent en Afrique à la sueur de son front et cet argent est conservé en Afrique. Alors que nous avons l'habitude d'avoir surtout des dirigeants, des hommes politiques, on peut tout dire clairement des politiciens, qui volent de l'argent en Afrique et qui l'envoient hors d'Afrique, aux Amériques, en Europe, etc. etc. Et lorsqu'on cherche des modèles pour la jeunesse africaine, ben voilà un modèle. On peut gagner de l'argent en Afrique en étant honnête, en se battant et en gardant cet argent sur le continent, en payant des impôts localement, au lieu d'enrichir les pavillons en Europe, au lieu d'enrichir les agences immobilières en Occident, etc., etc. Aliko Dangote, pour cela, il mérite un grand coup de chapeau et on n'imagine même pas les conséquences parce que d'ordinaire, la tomate nigériane, lorsqu'elle est produite, il y a un excédent qui ne peut pas être écoulé, du coup ça pourrit. Quand on sait que nous avons quand même quelques problèmes d'alimentation, je ne dis pas de famine, je dis même d'alimentation sur le continent, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et il serait souhaitable que d'autres pays sur le continent regardent cet exemple. Pas pour faire à leur niveau aussi des usines de tomates, non, simplement pour acheter les tomates qui seront transformées, qui seront mises en conserve au Nigeria. Parce que quand on parle de panafricanisme, il y a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement faire de la politique, s'asseoir dans les salons pour en parler, mais il y a aussi l'économie.
Si nous n'avons pas le pouvoir économique, nous ne sommes rien du tout. Et Aliko Dangote, pour cela, il mérite un grand coup de chapeau. Et surtout ce continent, les gens qui disent je suis riche, j'ai de l'argent. Mais regardez ce que lui fait. Voilà, au lieu de venir ici en Europe, acheter des pavillons, des villas, des appartements, etc., investissez sur le continent. Investissez sur le continent et le continent ne pourra que vous en être reconnaissant. Et encore une fois, merci à Aliko Dangote. Et comme on peut le constater, regardez ces quelques tomates que nous vous avons montrées pour vous dire qu'on peut s'en sortir sur le continent, on peut se battre. Troisième sujet, ça va un peu dans le même sens, vous verrez le lien tout à l'heure, ça concerne le Nigeria, le Ghana et l'Ouganda. 3 pays, vous me direz, aucune frontière commune, c'est vrai, il n'y en a pas. Les 3 pays qui ont été colonisés par les Britanniques, est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, peut-être. Mais dans ces 3 pays, on ne le sait pas assez sur le continent, on fabrique des voitures. Nissan, qui est un constructeur asiatique, fabrique des voitures au Nigeria. Au Ghana, nous avons un monsieur qui s'appelle Kwadio Safo. Cela fait des années, et c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas assez ou qu'on ne le sache pas, ça fait des années que cet homme fabrique des voitures au Ghana, pardon. Et comme on peut le voir, vous avez différents modèles. Ce sont des 4x4, ce sont des 4x4 de ville, 4x4 pour faire de la route. Il en fabrique au Ghana. En Ouganda, comme on peut le voir également sur cette image, ce sont des jeunes étudiants d'une école d'ingénieurs dans une université qui ont créé une voiture, mais une voiture électrique. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce que les Africains ont encore besoin d'aller chercher à gauche et à droite? Regardez 3 pays sur le continent où on arrive à faire ce genre de choses. Mais vous savez la particularité, pourquoi le lien avec le sujet précédent, comme nous l'avons annoncé, dans ces 3 pays, il y a une banque centrale qui est autonome. Enfin, qui dépend du gouvernement, quand on parle d'autonomie par rapport au plan local. Il n'y a pas de franc CFA comme au Sénégal, au Congo et ailleurs pour dicter des règles qui viennent d'ailleurs. Eh bien, ces banques centrales, dans le cas du Nigeria, c'est la banque centrale du Nigeria qui avait lancé le projet de transformation de tomates au Nigeria. Et toutes les majors non africaines avaient refusé de suivre ce projet. Eh bien, Aliko Dangote, il a fait. Vous voyez, avec une banque centrale, avec sa propre monnaie, on peut effectivement faire des choses. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces 3 pays et tout le travail qui est accompli. Alors, 4e sujet que nous vous avons choisi, c'est le sujet de Boko Haram. Alors, pourquoi on vous parle de Boko Haram? Ce n'est pas pour pleurer aujourd'hui. Ce n'est pas pour pleurer nos morts. À un moment donné, essayons d'économiser nos larmes pour pleurer soit de joie ou pour être en colère et faire des choses intéressantes. Mais il s'avère simplement que Boko Haram, en 2001, a commencé à tuer au Nigeria. On a pris ça à la légère parce que malheureusement, nous avons des dirigeants qui banalisent tout. Il n'y a rien de grave, tout est léger. Mais l'ampleur est arrivée à un niveau tel qu'aujourd'hui, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, 4 pays ont décidé d'unir leurs forces pour combattre Boko Haram. Et à l'allure où vont les choses, le combat va être gagné, j'en suis persuadé. Mais le plus intéressant qu'il faut noter ici, comme on peut le voir sur cette carte, vous voyez qu'il y a des frontières communes. C'est que, quelque part, c'est des prémices d'une armée panafricaine. Certes, il n'y a pas un commandement unitaire, il n'y a pas un seul général ou un seul commandant qui dirige ces 4 armées sur le terrain, mais ça donne déjà une idée de ce que l'on peut faire si on veut s'en sortir sur ce continent. On vous a parlé tout à l'heure de la tomate nigériane qui, si elle inspirait les autres, mais tout le monde irait acheter de la tomate au Nigeria au lieu d'en importer d'Italie et d'Asie. Et là, c'est la même chose. Ce sont des soldats tchadiens qui parlent français, je suppose, qui vont combattre au Nigeria où on parle anglais. Là, je parle des langues officielles, parce qu'en réalité, comme vous savez, nous avons nos propres langues. C'est dire qu'on peut dépasser ces clivages, on peut dépasser ces frontières qui sont héritées de Berlin et combattre pour des causes qui sont réelles et des causes qui sont justes. Je vois certains dire, oui, mais en faisant ça, on encourage Idriss Déby Itno, on encourage Paul Biya. Là n'est pas la question. Notre problème aujourd'hui, c'est de nous débarrasser de Boko Haram. Réglons les problèmes un par un et en réglant ce problème de Boko Haram, nous attirons l'attention de tous les Africains qui ont la possibilité de réfléchir à mettre en place des structures et des infrastructures communes pour éradiquer tous les maux que nous avons sur notre continent. En tout cas, merci à ces braves soldats. Nous avons une forte pensée pour eux. Les soldats camerounais tombent tous les jours, des soldats nigériens et tchadiens tombent tous les jours. Nous leur devons le respect dû au sacrifice qu'ils ont consenti. Dernier sujet aujourd'hui que nous avons choisi, c'est peut-être le sujet le plus intéressant, en tout cas à nos yeux, ça concerne Cheikh Anta Diop. Né en 1923, mort en 1986, mais là aussi il y a beaucoup d'Africains qui l'ignorent, mais l'œuvre de Cheikh Anta Diop n'est pas enseignée à l'université de Dakar, université qui porte son propre nom. Cela fait 29 ans qu'il est mort. Le Sénégal a eu comme président en 1986 Abdou Diouf, en 2000 Abdoulaye Wade et depuis 2012 Macky Sall. Peut-être que ce n'est pas très important pour ces chefs d'État. Eh bien, il y a des jeunes au Sénégal qui ont décidé de faire une caravane suite à une pétition qui a été lancée l'an dernier. Et je tiens à dire que j'ai signé la pétition et je vous encourage à signer cette pétition. Mais la caravane est en train de faire le tour du Sénégal
pour que l'œuvre de Cheikh Anta Diop, que ce soit sur le plan de l'anthropologie, de l'histoire, de la physique, de la linguistique, que son œuvre soit enseignée à l'université de Dakar qui porte son nom. Et ce que nous pouvons souhaiter, c'est que demain, cette chose soit répercutée sur le continent. Nous avons eu des grands hommes qui nous ont laissé des œuvres considérables. Abdou Moumouni, avec l'éducation, les problèmes d'éducation et de physique au Niger. Donc, il y a plein de choses à faire. Bravo à toute cette jeunesse. Nous allons nous arrêter là pour cette spéciale aujourd'hui. Tous nos remerciements au réalisateur Junior Kadia qui nous a accompagnés durant cette émission. Nous espérons vous retrouver déjà pour les émissions, on va dire, classiques, et encore pour une autre spéciale, peut-être dans une semaine ou dans un mois, parce que les sujets, ce n'est pas ce qui manque. Et les sujets qui ont été développés aujourd'hui, vous les retrouverez dans notre prochain numéro de Panafricaine le 15 mars, à paraître en ligne. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.